Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés avec moi. Comme on le fait tous les mardis, on va vous parler encore une fois argent. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, un dossier que je vais amener parce qu'on en a fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais puis on regarde aller les choses au moment où on se parle. Les gens ont de la misère à boucler leur budget. Et c'est vrai pour l'individu, mais c'est vrai également pour l'entreprise. Et si on regarde les chiffres de l'entreprise au moment où on se parle, au niveau des faillites, on peut regarder au niveau régional, provincial puis canadien. Puis on va voir qu'il y a une évolution de ce côté-là. Et quand on se compare au pré-pandémique, c'est pas si rose que ça, finalement, hein? Oui, ben là, disons que ça a continué d'augmenter. Hein. Ça fait plusieurs mois là, que les chiffres augmentent. Là, on est rendu les derniers chiffres là, sont sortis pour décembre. En décembre, on était au Québec et au Canada, là, on était à peu près 30% au-dessus des chiffres pré-pandémiques en termes de nombre de dossiers de faillite et de redressement au Québec et au Canada, alors qu'en Abitibi, on est à 13% au-dessus. Donc, c'est la première fois là, depuis la pandémie qu'on remonte au-dessus des chiffres pré-pandémiques pour le commercial, là, pour ce qui est de l'Abitibi. Donc c'est certain que ça va amener éventuellement le consommateur à monter, même s'il ne monte pas aussi vite. Mais si on se compare à l'année passée, là, on a pratiquement doublé le nombre de dossiers qu'on avait en 2022 pour la même période de 12 mois en Abitibi. Là, on parle particulièrement du commercial exclusivement, là, parce que là, on ne parle pas du résidentiel ou de l'individu comme tel. Parce qu'à quelque part, il faut penser que l'individu, ça risque de suivre ça aussi, hein? Oui, c'est ça. C'est que là, l'individu, on est encore en dessous des chiffres pré-pandémiques en termes de nombre de dossiers de faillite, de redressement. Donc, au Canada, on est 13% en dessous, donc on s'approche. Au Québec, on est 30% en dessous, donc ça, on est encore quand même assez loin. Puis en Abitibi, on se situe à peu près à 15% en dessous, là, encore là pour la période de décembre. Donc, on a des augmentations là à chaque mois qui augmentent de 1-2% par rapport aux chiffres pré-pandémiques là, Québec-Canada. Abitibi, ça monte un petit peu plus vite parce qu'on avait plus de retard à prendre. Mais essentiellement, là, si on parle d'ordre de grandeur, là, on a eu 620 dossiers là, dans les 12 derniers mois qui se terminaient en décembre de dossiers d'insolvabilité, alors qu'avant la pandémie, ben ça jouait autour de 720, 740. Là. Donc on n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Puis effectivement, les entreprises, quand ça augmente plus vite les entreprises, ben ça fait que les individus aussi suivent, évidemment, soit par les pertes d'emploi ou juste par l'instabilité que ça crée. Les entrepreneurs, les entreprises, ben serrent la vis au niveau financier, donc des fois vont couper des salaires. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit présentement. Là. Est-ce qu'on parle particulièrement de faillite ou on parle de redressement? Parce que dans certains cas, c'est un redressement qui va se faire, c'est-à-dire qu'on fait une entente. Mm-hmm. Dans d'autres cas, c'est des faillites. Est-ce que les deux sont mêlés ou c'est deux dossiers totalement différents dans ces statistiques-là? Dans ces statistiques-là, ça comprend les deux. Si on prend les compagnies, là, c'est 95% à peu près des faillites et 5% des redressements. Okay. Donc, la majorité des cas là, qu'on parle quand on regarde ces chiffres-là, c'est pratiquement comme regarder les chiffres de faillite, de fermeture d'entreprise. Okay. Alors que les individus, c'est 75% des redressements puis 25% des faillites à peu près. Donc, c'est bien différent. Ouais, donc, les individus, parce qu'il y a quand même plusieurs avantages pour les individus à faire des propositions de consommateurs versus des faillites. On en a parlé déjà dans d'autres chroniques là, de tous ces avantages-là. Fait que c'est ça qui fait que quand on expose le choix aux gens, ben ils ont le choix d'aller d'un bord ou de l'autre. Pour les entreprises, ben il y a beaucoup du fait que quand on arrive, ben on n'a pas le choix d'aller vers la faillite. C'est que la majorité des entrepreneurs attendent trop tard pour nous impliquer dans un plan. Ça, c'est une des raisons. Okay. La majorité des entreprises qui sont plus petites, là, une personne seule qui a une entreprise, ben souvent un redressement commercial va coûter trop cher à faire en termes de temps, de frais d'avocat, de frais de syndic et tout ça. Fait que des fois, c'est mieux de fermer puis de repartir une nouvelle entreprise. Fait qu'il y a des raisons là pour tout ça, mais il y a aussi le fait que malheureusement, les gens dans les entreprises, quand ça va mal, ben souvent les comptables qui sont habitués de travailler avec les gens vont garder le dossier des fois un peu trop longtemps entre leurs mains avant de nous faire intervenir les syndics pour faire une stratégie de redressement. Là. Et on va être surtout utile pour les entreprises quand ils ont beaucoup de fournisseurs. C'est les entreprises qui ont 200-300 000 de fournisseurs et qui ont de la difficulté à arriver, ben c'est là qu'il y a de la pertinence parce que quand on a seulement la banque puis qu'on a cautionné à 100%, ben il n'y a pas un gros avantage à faire un redressement parce qu'avec le cautionnement, on n'a pas le choix de payer toute la banque pareil.
Okay. Donc c'est là que on analyse ça au cas par cas, mais dans le cas des commerciales, c'est beaucoup plus des faillites. Dans le cas des commerciales, donc, ce qu'on dit indirectement, c'est que le comptable n'a pas tous les outils nécessairement en main pour faire face à la situation. Il a besoin d'un syndic en arrière de lui qui, lui, a tous les outils. Ben oui, c'est ça, puis ça, c'est vrai pour n'importe qui. Là, tu sais, c'est vrai pour les comptables font appel à des fiscalistes. Et les comptables, souvent, c'est comme des généralistes là, de l'accompagnement de l'entreprise, mais ils font affaire à des avocats pour des éléments juridiques, à des notaires pour des éléments juridiques, à des fiscalistes pour les éléments fiscaux et à des syndics pour des éléments d'insolvabilité. Mais des fois, ben, quand l'analyse est faite trop tardivement, ben, des fois, il y a on manque le bateau dans la possibilité de redresser une entreprise. Malheureusement, ça m'est arrivé quelques fois en carrière de vivre ça. Et c'est pas pour mal faire, c'est juste parce que chacun a ses compétences dans son domaine spécifique. Puis en insolvabilité, ben c'est une spécialité. Donc c'est sûr que dès qu'on arrive en difficulté financière, si on n'intervient pas rapidement, ben il y a des mauvais moves qui peuvent se faire parce que les gens, à raison, ne connaissent pas la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc des fois, vont faire des mauvais gestes qui vont nuire plutôt qu'aider. Là. OK. C'est vraiment un manque de connaissance. Donc, un coup de téléphone, souvent, ça peut changer toute la donne dans une situation où ça commence à être compliqué. Ah oui, absolument. Puis je dirais quand même une bonne partie des comptables qui sont sensibilisés à ça puis qu'il nous faut intervenir rapidement parce que on n'a pas, il n'y a pas de coût pour leurs clients nous faire intervenir puis faire l'analyse du dossier pour le structurer. Fait que ça va arriver quand même. Certains comptables qui ont une habitude très, très bien aiguisée de nous inclure rapidement, mais d'autres que le réflexe n'est pas là. Puis ça, c'est vrai pour un médecin généraliste qui réfère pas assez vite à un spécialiste, c'est le même principe. Là. On est dans le même genre de situation. Pierre-Paul, le prêt que le gouvernement a fait durant la COVID, qui devait être remboursé là, si on ne voulait pas payer d'intérêt, est-ce que c'est un prêt qui influence beaucoup les faillites à l'heure actuelle? Absolument. Depuis, je dirais, là, le dernier trimestre de 2023, là, fait que dans les 6 derniers mois à peu près, on a beaucoup de faillites reliées à ça et dans certains cas, exclusivement reliées à ça. Donc, il y a des entreprises, exemple, là, qui ont vendu... Ouais, c'est quand même... c'est parce que c'est quand même un gros montant, 60 000 $ pour une entreprise individuelle avec un seul administrateur actionnaire. Fait que, tu sais, des fois, on va se retrouver dans une situation où la personne ferme. C'est sûr qu'une personne qui ferme, ben les gens sont fiers, ils veulent payer les fournisseurs, veulent payer les gens qui les ont supportés. Donc, des fois, ils ont assez d'argent pour ça, mais il leur manque d'argent pour payer le prêt du gouvernement. Puis ce prêt-là, ben c'est un prêt qui n'est pas garanti. Donc, des fois, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cet argent-là, 60 000 du gouvernement. Ils ont payé la banque, pour lequel il y avait une dette avec un cautionnement personnel. Et donc là, ils se retrouvent avec une dette pour laquelle il n'y a pas de cautionnement personnel, qui est la dette gouvernementale. Donc là, ben, ils mettent ça en faillite, puis il n'y a aucune conséquence sur l'administrateur. Fait que ce genre de choses-là, présentement, on le voit beaucoup pour les gens qui vendent leur entreprise, qui vendent les actifs, puis ils manquent de l'argent pour tout payer, ou pour les entreprises qui se sont servis du 60 000 pour payer les fournisseurs, payer la banque, mais qui ont manqué d'argent pour enfermer leur entreprise. Donc, et des fois, ben c'est juste une dette de trop parmi d'autres qui cause problème. Fait qu'on fait la stratégie en conséquence pour, s'assurer que les gens n'auront plus de responsabilité une fois qu'ils ferment leur entreprise, et de deux, ben que ça leur coûte le moins cher possible. Donc, ces stratégies-là, bon, on les met en place, puis la façon que ce prêt-là a été structuré, ben on va dire, il est très facile à se libérer, ce prêt-là. Donc, ça a des impacts positif pour les gens, mais négatif pour le gouvernement, évidemment, parce qu'ils vont récupérer beaucoup moins de ces sommes-là qui ont été prêtées avec des conditions quand même assez larges. Là. C'est quand même impressionnant. Là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce prêt gouvernemental-là, sans garantie, finalement, c'est l'impôt, nos impôts qui va supporter ça. Là. Mm-hmm. Ben, c'est ce que j'explique souvent dans ce prêt-là, c'est qu'il y a 3 catégories d'entreprises qui ont bénéficié de ce prêt-là. Il y a ceux qui en avaient vraiment besoin, puis que ça les a permis de sortir du trouble ou de se maintenir à flot, puis qu'une fois que ça a repris, ils ont été capables de reprendre le dessus. Ça, c'est pour ça que ce prêt-là a été créé. Mais ça, c'est pas un énorme pourcentage de la quantité des entreprises. Il y a eu un autre pourcentage de... Ouais, c'est ça. Le deuxième type, c'est les entreprises qui n'en avaient pas besoin du tout. Eux autres, ce qu'ils ont fait, ben ils ont pris 60 000. Quand est venu le temps de rembourser, ben ils ont remboursé 40. Ils se sont fait donner 20 par le gouvernement parce que c'était ça que ça faisait si on remboursait rapidement dans les délais. Et pendant la durée qu'ils ont eu le prêt, 2 ans, mettons, ben ils ont fait aussi des rendements. Ils ont placé cet argent-là. Donc, ils ont fait des rendements sur le 60 000. Ils ont remboursé 40 seulement. Donc, ces entreprises-là en ont bénéficié malheureusement au détriment des autres.
et ça a coûté quand même cher. Et il y a la troisième catégorie qui, eux, étaient des entreprises qui étaient en très grande difficulté déjà. Ça leur les a mis sur un respirateur artificiel pendant la durée de la pandémie et ils ont pas été capables de remonter parce que l'entreprise était déjà en difficulté avant même que cette possibilité de prêt-là arrive. Donc, ils sont arrivés à la fin du terme, puis ça arrive toujours pas. Donc, ces gens-là ont bénéficié de ce prêt-là pour rien aussi parce que c'est des entreprises qui n'auraient pas de toute façon passé au travers même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc, ces trois catégories-là font que, je sais pas c'est quoi le pourcentage de la bonne catégorie qui était visée par le gouvernement, mais je sais que c'est certainement pas plus que 50% là, avec tout ce qu'on voit comme entreprises présentement qui doivent venir nous voir ou ceux qu'on sait qui ont été capables de rembourser sans problème ce prêt-là. OK. Je regarde les entreprises. La plupart des entreprises, c'est des incorporations, j'imagine. Il n'y a pas d'enregistrement tant que ça. Compte tenu que l'enregistrement, c'est considéré comme... incorporé, oui. Ouais. Parce qu'un enregistrement, c'est considéré comme un individu. Là, on le laisse au niveau de l'individu, j'imagine. C'est ça. Il y avait des critères, puis un des critères, il fallait être incorporé, ou je crois que les OBNL aussi avaient droit là, à ce prêt-là. Mais il y avait des critères quand même là qu'il fallait avoir aussi un certain nombre de temps d'opération. On pouvait pas venir juste de créer une entreprise. Puis il y avait quand même quelques critères, mais la majorité des entreprises incorporées ont eu accès à ça. OK. Ça veut dire qu'avec la combine de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, on dit qu'on n'est pas en récession, mais finalement, il y a des gens qui ont l'impression d'être en récession versus le remboursement de ça, la difficulté que ces gens-là avaient déjà. La combine de tout ça fait qu'ils se ramassent avec des problèmes financiers majeurs. Ah oui, c'est sûr que là, présentement, avec l'inflation, avec ce prêt-là, pour l'entrepreneur qui a ce prêt-là, qui a l'inflation à gérer, qui a la hausse de sa maison avec son taux hypothécaire, ça fait beaucoup de choses à gérer présentement. Les gens qui étaient déjà serrés, qui n'avaient pas d'argent de côté, sont encore plus serrés. Puis malheureusement, c'est les gens qui ont des revenus plus bas qui sont le plus impactés par tout ça. Là. Donc, il y a quand même plusieurs entrepreneurs, travailleurs autonomes et tout, qui ont pas des revenus de fou, là, qui gagnent, exemple, 40, 50 000, le net qui leur reste dans leur poche, là, après les dépenses, après les impôts et tout ça. Donc, ces gens-là sont dans des situations assez difficiles présentement. Fait que des fois, vont devoir se réorienter puis aller faire des choix. Ça leur tente pas, exemple, d'aller travailler dans les mines, mais s'ils font le move, ils vont aller gagner, ils vont aller doubler leurs revenus. Fait que il y a des gens présentement qui font ce genre de choix-là par nécessité, parce qu'ils sont pas capables de générer autant qu'avant, puis où ce qu'ils génèrent est pas suffisant pour le train de vie. Là. Hey, c'est quand même quelque chose, là. 40 000 pour être capable d'arriver là, puis travailler en fou. Parce que quand on a une compagnie, rendez-vous dans la tête qu'on travaille 15 heures semaine, le reste, c'est go-go. Là, c'est 90 heures semaine lorsqu'on gère une compagnie. Là, c'est un minimum là, si on veut que ça fonctionne bien. Là. Oui, ça vient souvent avec beaucoup d'heures. Puis l'exemple parfait de ça, c'est présentement, je vois beaucoup de travailleurs forestiers ou de camionneurs. Ça, c'est toujours des professions qui sont difficiles à rencontrer puis à voir parce que c'est des gens qui travaillent, comme tu dis, 80 heures semaine. Ils travaillent en fou. Quand ils sont pas en train de travailler, ils sont en train de réparer leurs machines et tout ça. Et des fois, c'est pour très peu de bénéfices au bout de la ligne parce que quand il y a un bris sur des machines de 400 000 c'est pas des bris qui coûtent 5 000 là, c'est des bris qui coûtent 30 puis 50 000 là. Ouais. Donc ça prend des liquidités pour payer ça. Donc, il en reste plus pour se sortir de l'argent pour payer l'épicerie. Là. Donc ça va varier énormément d'une entreprise à l'autre. Donc, on peut pas généraliser. Puis, il y a des gens qui sont en affaires puis qui gagnent des centaines de milliers par année. Puis, il y a des gens qui sont en affaires puis qui en gagnent 40 000. Donc, c'est pas un indicateur de revenus ou de pauvreté non plus. C'est vraiment juste que chaque situation est différente. Puis, dépendamment de la capacité de chacun, de l'expérience de chacun, puis de la façon qu'ils sont structurés et du milieu. Il y a des choses qu'on contrôle pas aussi. Quand il y a eu les feux aussi, là, les travailleurs forestiers, il y a eu des entrées d'argent imprévues pour certains, il y a eu des pertes d'argent imprévues pour d'autres. Ça n'affecte pas tous les gens de la même façon. Là, ces choses. Effectivement. Pierre-Paul, si on veut vous rejoindre, mon cher, c'est déjà tout le temps qu'on a. On s'y prend comment? Les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire aussi sur notre Facebook, notre LinkedIn, LACASSE et Associés, et évidemment là, sur notre site Internet, LACASSE et Associés. Les gens peuvent aller voir là, nos chroniques, peuvent aller nous regarder un petit peu là, comment l'entreprise fonctionne. On a beaucoup de détails sur notre site Internet, puis dans le fond, on est là pour répondre aux questions des gens. Génial. Merci encore une fois, Pierre-Paul. Ce fut très agréable et très instructif. Merci, Denis.